il se trouve que les gens ont peut-être une image de moi qui ne correspond absolument pas à ce que je suis ou à ce que je ressens. Donc j'aime bien parler de mes passions. Et la Roberto est une de mes passions fondamentales, essentielles. J'aime la Roberto, je suis tombé amoureux de la Roberto, j'habite à la Roberto, j'ai planté mes racines à la Roberto et tout ce que j'y ai vécu, tout ce que j'y ai fait, j'avais envie que les gens puissent savoir. Je pense qu'il y a un génie du lieu et on en est imprégné. Ce n'est pas n'importe quel quartier, ce n'est pas n'importe quel parc, c'est pas l'Orangerie, c'est beaucoup plus, j'allais dire un peu plus sauvage, plus parc à l'anglaise, et voilà, et ça suscite des sensations. Alors il y a les couleurs des arbres, il y a la forme des arbres, certains arbres sont de véritables œuvres d'art, et ce n'est pas non plus par hasard que plus tard, avec un certain nombre d'éminents spécialistes de l'art, nous avons implanté un parc de sculpture contemporaine. Et voilà, c'est aussi en correspondance avec les sensations qu'on peut éprouver. D'ailleurs, il y a une des sculptures que j'aime beaucoup, de Paolini là-devant, qui s'appelle Genius Loci, le génie du lieu. C'est ce jeune homme accroupi dans le parc, entre deux beaux arbres, et qui contemple un plan. Figurez-vous, c'est un plan. C'est le plan du parc. C'est le plan du parc et on voit sommairement les allées, le château. À côté de lui, une boule qui symbolise l'œuvre d'art de manière générique. Et il contemple donc le plan de ce parc où se trouvent des sculptures. Et en avançant, on retrouve ce plan qui est, voilà, qui est projeté, qui est un peu plus précis même, un peu plus précis. Et toutes ces boules symbolisent les œuvres d'art qui sont dans ce parc. Écoutez, la Roberto est unique, à nul autre pareil. Ses habitants aussi l'étaient et le sont encore pour beaucoup. Il y a les néo-robertoviens qui méritent de connaître l'histoire de ce quartier. Mais je pense au total qu'il y a quelque chose d'inexprimable qui est le génie du lieu. Voilà, je le redis, il y a ici un charme qui vous saisit. Et puis il y a une histoire particulière. C'était quand même le quartier nourricier de la ville, le quartier maraîcher, avec cet emblème fétiche qui est le poireau, le leuch. Voilà, je ne pense pas que beaucoup de quartiers ressemblent à ce qu'était le village de la Roberto. Et cerise sur le gâteau, j'allais dire cerise sur le château, on a un château avec une très belle histoire qui s'est inscrite dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Europe. Oui, j'aime bien dire, parce que peu de gens évidemment ont levé les yeux, que ce médaillon, c'est Mélanie de Pourtalès qui a été inscrite ici, de même qu'il y a d'autres personnalités. Je ne sais pas si ça c'est sa fille éventuellement. On a détruit la Maison Rouge, on a détruit les halles et pour installer le très grand immeuble. On voulait détruire le palais de la République, le palais du Rhin, place de la République, et un promoteur avait jeté son dévolu sur le château. Je me souviens, comme si c'était hier, et il y avait ici un magnifique projet de lotissement de très haut niveau, de lotissement de très haute gamme, et naturellement ça a impliqué la destruction du château qui gênait. Et on disait, mais qu'est-ce que ce château a d'intéressant? Il est fait de briques et de brocs et d'ajouts successifs, ce qui est vrai. Il a été peu à peu embelli par la famille Bussière-Pourtalès pour devenir ce château. Mais vous rendez-vous compte que si cet élément essentiel à mes yeux de notre patrimoine strasbourgeois, alsacien avait été détruit, je trouve que c'était criminel. Alors je suis parti en guerre. Tout comme ceux de Pauline de Metternich, les manuscrits de Mélanie m'ont fasciné. Les élans de la plume dessinés en plein et délié, des arabesques voluptueuses avec une encre généreuse. Chaque mot était une petite œuvre d'art qui enrichissait le sens qu'il portait. Chaque lettre
était un acte d'amitié né sous la plume qui glissait à son rythme, réfléchissant la valeur des mots. Il y avait alors un érotisme de la plume caressant son papier qu'aujourd'hui, les doigts glissant sur un clavier ne peuvent remplacer. L'écriture était régulière et bien alignée, leste et nerveuse, les arrondis généreux, les lignes empreintes de vigueur, des traits horizontaux, fermes et vifs, marquaient la barre des T et soulignaient certains mots avec détermination. J'imaginais Mélanie, rêveuse devant son écritoire, destinant son affection à ses amis. Je songeais à leur délicieuse attente, amère douceur du temps qui secrète ses pauses, ménage ses impatiences et nourrit les attentes. Est-ce que ce livre a été difficile à écrire pour vous? Il y a des pages qui ont coulé toutes seules, d'autres ont nécessité des recherches. Comme je l'ai écrit, j'ai parcouru les collections des Échos de la Roberto, de l'Adir, des Gazettes de la Roberto de la Serre, du Nouveau Poirot, qu'on a peut-être oublié depuis, qui était le journal de l'ASL Roberto. J'ai trouvé des références, des dates précises, et c'était du travail quand même. Mais j'ai voulu présenter dans ce livre, au fond, quelques séquences. Ce sont des séquences. C'est pas tout à fait un roman. Si certains pouvaient trouver qu'il y a un peu de poésie, ça me ferait plaisir, parce que la Roberto, je crois, est tout à fait, comment dirais-je, indissociable de certains sentiments poétiques. Moi, j'aimerais beaucoup que ces quelques séquences, où certaines sont de la petite histoire, des choses de petite histoire, voilà, presque des anecdotes, d'autres des pages de la grande histoire de la Roberto, j'aimerais que ceux qui habitent ce quartier, qui aiment la Roberto, ceux d'ailleurs, de Strasbourg ou d'ailleurs, mais qui ont une attache avec la Roberto, puissent y retrouver, y retrouver leur goût, leur affection, leur addiction à la Roberto. On a procédé à l'époque... Tout en témoigne au sauvetage du coq blanc, mais aussi de l'ancienne gendarmerie qui se trouve à côté du collège immédiatement et qui était elle aussi destinée à la démolition. On l'avait pris notamment comme argument, on va la voir, c'est assez amusant, qu'elle sort trop vers la rue et que par conséquent elle gêne le trafic. Or, bien évidemment, c'était un bâtiment que pas extraordinairement beau, mais qui est typique de l'ancienne Roberto. Est-ce que je dois lire comme ça, parce que c'est jamais bien de confesser ça, de la nostalgie. Je suis nostalgique de ce qu'était la Roberto et de ce que je voudrais qu'elle soit encore un peu. Je fais quelques portraits de personnes, j'allais dire de personnages que j'ai connus, où je dis d'ailleurs que Alphonse Daudet ou Jules Romain auraient pu, ils auraient pu les croquer. Et les anciens me disaient: Weißt du, wie man das in der Roberto sagt? Est-ce que tu sais comment on dit ça à la Roberto? Planter un clou dans une charrette. Un Nagel in der Weue schleuer. Mais à Strasbourg, on dit un Navel in der Wave schlave. Toute la différence. Il y a ici une personnalité, une identité, une truculence, un sens du pittoresque qui n'existe nulle part ailleurs. Je pense qu'il devrait y avoir des élus qui prennent en charge leur quartier, qui portent leur quartier, qui le défendent avec passion, s'ils l'aiment avec passion. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je sais qu'il y a des associations qui sont très engagées et sur lesquelles on peut compter pour faire en sorte que ce qui peut rester préservé dans la modernité, bien sûr, il ne s'agit pas de faire un musée de la Roberto, que ça le soit. Je crois qu'il faut en effet être en empathie avec les Robertoviens qui s'expriment dans les associations, chez les commerçants. Il y a encore beaucoup d'authenticité qu'il faut préserver. Je dirais que c'est une formule, mais elle est assez claire, ce qu'il faudrait éviter, c'est que la Roberto, dans certains de ces endroits, de ces quartiers, ne devienne une espèce de cité dortoir de haut niveau. Je crois que ça, il faut l'éviter. La Roberto a un caractère, une personnalité, et en effet, je serais très heureux que ceux qui viennent habiter ici, parce qu'ils aiment ce quartier, contribuent à le préserver, à lutter pour son authenticité. Est-ce que quelqu'un qui n'habite pas la Roberto, qui ne connaît pas la Roberto, peut lire ce livre? Ah, sûrement.
D'abord, il sera éminemment jaloux parce qu'il dira tiens, moi j'ai pas la chance dans tel ou tel quartier de Strasbourg d'avoir ce background, ce passé historique, cette densité dans la personnalité. Et donc voilà. Mais là, je plaisante. Je veux dire que il me semble que d'abord beaucoup de gens aiment la Roberto qui n'habitent pas à la Roberto, mais que surtout on peut éventuellement tirer des exemples pour d'autres quartiers. Le Neudorf, qui jadis était le Rotzeterfl, ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Et voilà, il se transforme de manière extrêmement rapide. Et voilà. Königshofen était quand même un des tout premiers faubourgs historiques de Strasbourg. Les Romains se sont implantés. Je crois que dans tous les quartiers de Strasbourg, le Neuhof, Cronenbourg, il faut essayer de préserver l'identité du village. Il y a toujours un cœur de village. Au Neuhof, c'est le cas. À Cronenbourg, c'est le cas. Königshofen aussi. Donc si effectivement on pouvait être inspiré un peu par ce que je raconte dans ce livre pour dire mais c'est vrai, il faut qu'à Strasbourg on garde une certaine authenticité, une certaine personnalité, le pari serait largement gagné.